Ce qui doit être fait, c'est comprendre comment on a pu arriver à une chose aussi invraisemblable que de donner des centaines de millions à des compagnies qui prétendaient, contrairement aux connaissances et à la logique qu'il y avait du pétrole et que le Québec s'enrichirait, on a bourré la population. Il serait important de bien comprendre, de bien connaître toute cette saga-là et s'assurer qu'on reprenne le contrôle là, sur nos autorités qui décident de choses qui parfois sont absolument renversantes. Et la saga, la lubie d'Anticosti en est un exemple incroyable. Ici Michel Jeté. Bienvenue à GMOB. Au mois de juillet 2017, le gouvernement Couillard annonçait que l'aventure économique désastreuse du pétrole d'Anticosti était terminée. Pourquoi revenir sur cette histoire? Parce que les millions qu'a eu à verser le gouvernement libéral du Québec pour compenser les pétrolières impliquées à Anticosti a donné, ces dernières années, les ressources nécessaires à ces pétrolières d'investir d'autres territoires au Québec. L'article du Devoir du 29 juillet 2017 titrait « 115 millions déboursés, pas une goutte de pétrole d'Anticosti ». Le marasme politique et économique d'Anticosti n'est qu'une pierre de plus qui s'ajoute à l'édifice d'un système politique qui entraîne sa population dans ce qui pourrait sembler être des stratagèmes qui ont pour objectif de s'accaparer soit nos ressources, soit notre argent, ou les deux. Mais comment enquêter sur de telles hypothèses? Pour tenter de comprendre ce qui se passe dans les relations entre nos gouvernements et l'univers de l'exploitation pétrolière au Québec, nous devons faire un retour en arrière. Mis au courant que des pétrolières allaient s'engager dans la fracturation hydraulique dans le but d'exploiter les gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, qui se qualifie de groupe citoyen qui a pour objectif d'éduquer la population sur les grands enjeux environnementaux, décide en 2009 de déclencher une enquête citoyenne sur ce qui était en train de se passer entre le gouvernement libéral de Jean Charest et les pétrolières. L'enquête de la QLPA, qui allait s'étendre sur plus de 5 ans, allait révéler des éléments qui allaient compromettre non seulement des politiciens, mais aussi de hauts fonctionnaires. André Bellil, président de la QLPA, nous fait une brève histoire du pétrole d'Anticosti. Histoire qui porte en elle les clés pour comprendre les décisions actuelles du gouvernement libéral du Québec, en démontrant, entre autres, les incohérences économiques, mais surtout pourquoi elles sont en complète contradiction avec les actions urgentes qui doivent être prises pour contrer la crise climatique et aussi pourquoi elles mettent à mal nos processus démocratiques. Dans les années 60, les compagnies pétrolières les plus importantes, dont Shell, ont fait de l'exploration systématique sur l'île pendant plusieurs années et ont fini par quitter l'île d'Anticosti parce qu'ils n'avaient pas trouvé de pétrole. Et avait resté, si on veut, en dormance cette histoire-là que l'île renfermerait des quantités astronomiques. On a même parlé jusqu'à 42 milliards de barils de pétrole. C'est pas pour rien que Shell a quitté. S'il y avait eu du pétrole en abondance comme ça, Shell serait là, puis il fait longtemps qu'il l'aurait exploité, puis il y aurait un port, puis tout serait bâti. Alors, la plupart des experts ont clairement signifié qu'il n'y en a pas de pétrole. On voit la création de Hydro-Québec Pétrole et Gaz. Et ça découle d'une plateforme de développement énergétique sous le gouvernement Charest en 2006. C'était la stratégie énergétique 2006-2012 qui voulait faire du Québec une plaque tournante des combustibles fossiles. Alors là, nous, à la QLPA, qui depuis des années, on suivait, en fait depuis 1982, on suivait les dossiers de l'énergie, on s'est dit... parce que dans la politique, on nous disait qu'il y avait beaucoup de gaz au Québec. Et là, on s'est dit, il y a un problème là.
2010-2012, là, on ne jurait que par les gaz de schiste. Toute une folie, la fièvre de l'or noir, c'est la seule manière qu'on peut expliquer ça, puis l'appât du gain, l'avidité. Le gouvernement du Parti libéral sous Jean Charest, c'est à ce moment-là que les transactions se font, que les permis sont octroyés à André Caillé et compagnie. On abolit chez Hydro-Québec la division pétrole et gaz qui détenait ces permis-là. Et là, on s'est mis à fouiller et à creuser. Et c'est là qu'on a réalisé que 585 permis, ou dans le jargon claim, avaient été octroyés sous la table. Là, les permis avaient été octroyés, si on veut, à des compagnies comme Junex, Petrolia et à des personnes bien connues du Québec. Dans le cas de Junex, ben, on parle de l'ex-président d'Hydro-Québec, André Caillé. Les droits d'exploration et d'exploitation appartenaient à Hydro-Québec, mais là, par un tour de magie, c'est devenu la propriété de M. Caillé et de ses collègues, dont Raymond Savoie de Gastem, qui lui était du Parti libéral, et plein de soit d'ex-ministres ou d'ex-fonctionnaires qui s'étaient partagé le Québec. Non seulement Anticosti, mais la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la vallée du Saint-Laurent. Et là, on s'est rendu compte que le Québec, dans les endroits où peut-être il y aurait du gaz, c'était déjà clémé, ça appartenait déjà à des gens, mais personne n'avait été averti ou informé de ça. Là, c'est une autre facette de l'aberration totale de cette histoire-là. Je pense qu'ils ont payé à peu près le prix de la valeur du papier sur lequel ils ont écrit les droits ou les permis. Parce que si on regarde, par exemple, prenons la Colombie-Britannique qui produit du gaz de schiste, eux mettaient à l'enchère les permis pour 1 hectare à 10 000 $. Ici, il n'y a jamais eu d'annonce publique et c'était autour de 10 à 14 sous l'hectare. Donc, il y a eu des millions d'hectares de territoires qui ont été concédés secrètement à des prix absolument ridicules pour des ressources, dans le cas d'Anticosti, qui n'existaient même pas. Le gouvernement change et arrive le Parti québécois. Et Mme Marois, première ministre, elle aussi tombe dans le panneau, rêve que le Québec va devenir un gros producteur de pétrole et de gaz. Et là, on oublie tout. Il n'y a plus d'accord de Kyoto ou quoi que ce soit qui peut se mettre, si on veut, dans la voie du développement pétrolier et gazier. Et le gouvernement change encore, revient le Parti libéral. Mais là, le ministre de l'Énergie, qui était ministre de l'Environnement avant, Pierre Arcan, lui, il a été sensibilisé aux questions des gaz de schiste, de la fracturation hydraulique, et il est pris avec une patate chaude, même très chaude. La population du Québec n'en veut pas, et la démonstration a été faite que le pétrole de schiste, comme le gaz de schiste, cause beaucoup de dommages juste pour son exploration et ensuite l'exploitation aussi. Puis dans le contexte du réchauffement planétaire, ça devient là, complètement une aberration. Et là, le ministre Arcan accepte de donner quelques permis d'exploration à titre expérimental, finalement. Alors là, une fois qu'on a su ça, on a informé le ministre qu'il y avait eu 31 forages de fait. On a dit au ministre, nous, on a fait un survol, on est allé faire un tour de la région, voir une partie des puits, et dans la dizaine de puits qu'on avait vus, il y en avait déjà 4 qui fuyaient, là, c'était évident, on voyait là, le ballonnement qui se faisait à la base du puits. Alors, on a dit au ministre, là, on vous demande de faire l'inspection des puits de gaz fracturés, mais aussi de tous les autres puits qui ont été faits, parce qu'ils sont potentiellement tous des sources de méthane. Le ministre Arcan a fait faire l'analyse et il nous est revenu très franchement en disant « vous avez raison, 19 des 31 puits fuient.
Et là, il y a un problème et c'est là qu'il a déclaré l'arrêt ou le quasi-moratoire dans la vallée du Saint-Laurent. Et là, à ce moment-là, les compagnies se voyant bloquées dans la vallée du Saint-Laurent se sont lancées sur Anticosti en se disant, si on ne peut pas le faire dans la vallée du Saint-Laurent parce que le monde ne veut pas, parce que là, on s'est fait prendre, parce que ci, parce que ça, on va aller là où il n'y a pas de gens. Ils ont voulu exploiter le gaz ou le pétrole et ou le pétrole à Anticosti selon le même procédé. Ils avaient obtenu des permis sans que personne en soit informé. Et là, ça a bloqué parce que, justement, on avait démontré les problèmes déjà avec 31 puits qu'on avait dans la vallée du Saint-Laurent. Puis Anticosti, c'est un milieu beaucoup plus fragile d'une certaine façon. Si tu contamines un coin, tu es presque sûr de contaminer le reste. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y en avait pas de pétrole, puis il n'y en avait pas de gaz de schiste. Et donc, on a fait des forages quand même, et 0 goutte de pétrole, 0 goutte de gaz ou 0 molécule de gaz. Et c'est là que le gouvernement a dit, il faut mettre un terme à ça. La grande conclusion de cette histoire-là, voyant qu'ils ne feraient peut-être pas d'argent, se sont lancés dans la spéculation, puis essayer de vendre des titres avant que les gens réalisent qu'il n'y a pas de gaz, qu'il n'y a pas de pétrole. Puis au bout de la ligne, encore une fois, les contribuables vont contribuer pour éponger des gaffes de nos autorités, de gens qui, comme André Caillé, président d'Hydro-Québec, qui avait été président de Gaz Métro, a joué double jeu. Tu ne peux pas être président d'Hydro-Québec et là décider d'un mécanisme par lequel tu vas obtenir les droits de gaz sur l'île. Tout ça aurait dû être discuté publiquement, il aurait dû y avoir une consultation publique, mais la logique de cette histoire, c'est que ni les gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent ont fonctionné parce que les citoyens sont maintenant informés, ils se sont levés, ils ont fait bouclier. Et sur l'île d'Anticosti, même chose, beaucoup de gens se sont levés. D'abord, il faut établir là, qu'on est dans une société de rapports de force tout à fait déséquilibrés. Les grandes corporations qui ont des lobbyistes payés à plein temps pour influencer les décisions gouvernementales, il y en a beaucoup, il y en a des centaines. Juste dans le dossier des gaz de schiste pour la vallée du Saint-Laurent, on avait à un moment donné identifié 85 lobbyistes à plein temps qui ne faisaient que ça, tenter d'influencer soit les autorités municipales, soit les autorités provinciales, soit les autorités fédérales. Les citoyens n'ont pas de représentants. Et c'est pour ça que la QLPA a lancé l'idée de créer un mouvement citoyen pour justement faire contrepoids autant que possible à ces lobbies-là. Et ça a très bien fonctionné à venir jusqu'à date. Le gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, ça n'a pas marché et les comités citoyens continuent à se développer et à prendre de l'expérience. Mais tout ça vient du fait que la population est sous-représentée, n'est pas respectée. Ces décisions-là doivent être prises avec les communautés. Et on voit bien, là, Anticosti, c'est un bel exemple. Là. La majorité des gens n'en voulaient pas. Les gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, la très grande majorité des gens n'en voulaient pas. Et on était en train de l'imposer. Et pire que ça, c'est pas juste l'imposer sur un territoire, mais c'est l'imposer sur la terre ou sur le terrain de quelqu'un en l'expropriant littéralement. Et ça, c'est la dépossession. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. On n'est plus en 1885 et le respect des populations et des communautés, c'est de la première importance. Si on ne le réalise pas, là, on en subit les conséquences. Comme disait mon grand-père à l'époque, il y a longtemps, si ça ne rentre pas par le bout d'en haut, ça va rentrer par le bout d'en bas.